Donc après avoir parlé des titrages pH métriques, nous allons aborder maintenant le titrage colorimétrique. Quel est le principe du titrage colorimétrique? Il est résumé là en rouge. C'est simplement que le changement de teinte du milieu indique l'instant de l'équivalence. C'est-à-dire que vous ajoutez à l'aide de la burette la solution titrante dans la solution titrée. Lorsque celle-ci change de couleur, vous mesurez le volume de la burette et vous êtes à l'équivalence. Contrairement au titrage pH métrique de tout à l'heure, où la détermination du volume de la burette devait se faire par des méthodes mathématiques, soit la méthode des tangentes, soit la méthode de la dérivée. Donc cette méthode est relativement simple. Elle pose un petit problème, c'est le fait qu'il faut savoir exactement où et quand a lieu l'équivalence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ajouter des volumes millilitres par millilitre, sachant que vous risquez, dans 1 millilitre, d'avoir ce changement de teinte. Donc ça demande de faire un premier dosage, je dirais, de dégrossissement, millilitre par millilitre, et quand vous avez cerné la zone où il y a le changement de couleur, ensuite on y va goutte à goutte. Alors, ce changement de couleur se fait soit parce que les réactifs sont naturellement colorés, ce qui peut être le cas de ce qu'on va voir tout de suite à l'aide du permanganate de potassium, soit à l'aide de ce qu'on appelle un indicateur coloré. Et dans le cas de l'indicateur coloré, il va falloir que la manière dont on choisit cet indicateur dépende du type de dosage que l'on réalise. Donc le premier cas, j'ai trouvé ici une diapo par des enseignants qui sont à l'Académie d'Aix-Marseille, qui résument très bien les choses. Donc le titrage colorimétrique se fait tout simplement parce qu'on va mettre en relation deux espèces naturellement colorées et qui, lors de leur interaction, vont se décolorer. On a de l'eau oxygénée qui va réagir avec du permanganate de potassium. Donc le permanganate de potassium est mis dans la burette. Le couple oxydoréducteur, puisque c'est une réaction d'oxydoréduction qui va avoir lieu, le couple oxydoréducteur MnO4- Mn2+. Dans le cas de l'eau oxygénée, le couple est O2H2O2. L'eau oxygénée se trouve dans le bécher, le permanganate de potassium dans la burette. La solution ici est totalement incolore, c'est de l'eau. On ajoute du permanganate jusqu'à ce que la coloration persiste. Tant que la coloration ne persiste pas, c'est que la réaction qui se trouve ici se déroule, et donc que les ions MnO4- colorés en violet se transforment en ions Mn2+ incolores. Lorsque l'on a ajouté autant de MnO4- que de H2O2, la goutte de MnO4- que l'on ajoute juste après n'est plus consommée, et donc va conférer à la solution une coloration violette. Et donc à la goutte près, on peut déterminer à quel moment on se trouve à l'équivalence. Lorsqu'on est à l'équivalence, on écrit la relation qui est cette relation-ci. On tient compte des coefficients, c'est-à-dire que le nombre de moles à l'équivalence de H2O2 divisé par 5 est égal au nombre de moles de MnO4- divisé par 2. Ce qui nous conduit à cette relation-ci. Donc, premier exemple de titrage colorimétrique, c'est lorsque les espèces sont elles-mêmes colorées. Le deuxième cas que l'on peut aborder quand on fait un titrage colorimétrique, c'est de faire des réactions acido-basiques avec des espèces totalement incolores, et on va ajouter une espèce colorée, qu'on appelle indicateur coloré, qu'on a déjà vu dans le chapitre 13, et qui va, par son changement de couleur, indiquer un changement de pH. Donc, j'ai ici pris, par exemple, le dosage d'un acide fort par une base forte. Vous avez la méthode de la dérivée qui vous donne carrément un pic, c'est-à-dire un pulse, ce qui veut donc dire que le volume équivalent est obtenu pour 10 ml et que le pH équivalent, lui, est de 7. Donc on est bien dans le cas d'un dosage acide fort, base forte. Maintenant, on a à disposition 3 indicateurs colorés. C'est ce qui risque d'arriver lors de l'évaluation des capacités expérimentales. Ces 3 indicateurs colorés, vous avez ici ce qu'on appelle la zone de virage. Donc les lentilles, 3,1, 4,4. C'est-à-dire qu'entre 3,1 et 4,4, on ne connaît pas sa couleur. En dessous, elle est rouge. Au-dessus, elle est jaune. Le BVT, bleu de bromothymol, en dessous de 6, il est jaune. Au-dessus de 7,6, il est bleu. Et la phénolphtaléine,
en dessous de 8,2 elle est incolore et au-dessus de 10, elle est violette. Donc maintenant, on a 3 indicateurs colorés à disposition, lequel choisit-on? Alors il y a une règle, c'est qu'on choisit toujours l'indicateur pour lequel le point équivalent, le pH équivalent, est dans la zone de virage. Donc ici, mon pH équivalent est de 7. J'ai donc ici tracé verticalement, se trouve tracé verticalement les différentes zones de virage. Donc le seul indicateur qui obéit à cette contrainte, pH équivalent dans la zone de virage, c'est le BBT. Ce qui veut dire que le seul indicateur coloré que l'on pourra utiliser pour ce dosage-ci, c'est le BBT. En pratique, avant le dosage, votre solution sera jaune, et quand vous aurez ajouté une goutte qui nous fera passer au-delà de l'équivalence, la solution va devenir à une goutte près bleue. Et donc là, vous aurez à la goutte près la détermination visuelle du volume équivalent ici de 10 ml. Donc c'est ce qui figure ici dans le cours. Pour que l'indicateur soit adapté au dosage, le pH équivalent doit se trouver dans la zone de virage. C'est la condition essentielle. Alors, deuxième chose importante quand on fait un dosage, colorimétrique ou pH métrique, c'est la quantité d'eau qu'on utilise. Alors je m'explique. Alors si je prends ici une fiche qui traite du titrage pH métrique, on prélève à la pipette une certaine quantité d'acide faible, l'acide éthanoïque, c'est donc ce que l'on avait étudié dans la vidéo précédente. On prélève par exemple 10 ml, on l'introduit dans le bécher. Très souvent, lorsqu'on va vouloir insérer la sonde de pH, on va se rendre compte que 10 ml ne sont pas suffisants pour que la sonde effectue une mesure correcte. Donc on sera obligé de rajouter de l'eau. Alors, à chaque fois qu'on est devant ce problème-là, il y a toujours des élèves qui me demandent, mais si on ajoute de l'eau, on change les données du problème. Effectivement, qu'est-ce qu'on change? On change les valeurs de pH. Est-ce qu'on change la position du point équivalent? Non. Alors je m'explique en reprenant le schéma du dosage pH métrique de l'acide faible, acide éthanoïque par la soude. Si vous ajoutez à la solution initiale, de l'eau, beaucoup d'eau, plus d'eau qu'au départ, c'est-à-dire on a 10 ml, et on en rajoute de manière à en avoir 20 ou 30. Est-ce que vous modifiez la quantité d'acide éthanoïque initial? Non. Donc si vous ne modifiez pas la quantité de CH3COH, vous ne modifiez pas la quantité de OH- nécessaire pour réagir avec cette CH3COH. Donc ça veut dire que la position ici horizontalement de VBE ne bougera pas. Qu'est-ce qui va pouvoir changer? Par contre, dans le cas de dosage d'acide faible, c'est que la solution sera plus diluée. Donc le pH sera certainement un petit peu moins basique. Et les pH initiaux vont être eux aussi différents. C'est-à-dire que le pH initial, s'il y a plus d'eau, il sera moins important. Donc on va avoir des pH qui seront différents au départ, différents à l'arrivée, différents à l'équivalence, mais en aucun cas la position du volume équivalent sera modifiée. Donc l'ajout d'eau peut se faire dans des conditions, dirais-je, relativement modestes, parce que si vous ajoutez trop d'eau, le saut de pH qui est là ne sera plus vertical, mais va devenir oblique. Et donc la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée ne seront plus des méthodes précises. Donc on a le droit d'ajouter de l'eau en quantité modérée, c'est-à-dire vous pouvez passer de 10 à 30 ml, c'est-à-dire multiplier par 3 la quantité sans trop de difficulté, mais n'allez pas jusqu'à un volume de 100 ml. Dernier type de titrage, le titrage conductimétrique. Alors ce titrage est particulier au sens où il ne peut être effectué que si la réaction support fait intervenir des ions. La relation, on l'a déjà vu un petit peu plus avant dans le chapitre, c'était la loi de Colroche, qui relie la conductivité avec les concentrations et les conductivités molaires des différents ions, ainsi que la relation de conductance, qui dit que la conductance est une constante, qu'on appelle la constante de cellule, multipliée par la conductivité. Et quel est le principe là aussi? On a toujours une burette qui contient très souvent la solution titrante, le bécher qui contient la solution attitrée,
une sonde qui n'est pas une sonde de pH, mais qui est cette fois-ci une sonde conductimétrique. Donc, au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante dans la solution attitrée, la conductivité de la solution varie, puisque des ions apparaissent et d'autres ions disparaissent au cours de la réaction qui a lieu lors de ce titrage. Et l'on se retrouve donc avec des courbes qui se présentent un peu de cette manière-là, qui sont globalement de droite, et le point équivalent, c'est-à-dire le moment où on aura ajouté les réactifs en proportion stoichiométrique, correspond à l'intersection de ces deux droites. Donc, dernier exemple pour ce titrage conductimétrique, toujours le même principe, on prélève à la pipette un certain volume, ici de l'acide chlorhydrique, on place de la soude dans la burette, on rajoute de l'eau distillée pour que la sonde soit totalement immergée, et on mesure la grandeur conductimétrique qui est, dans notre cas ici, une conductance, qui peut être une conductivité. On a, au cours de la réaction, une modification de la quantité des ions. Donc là, par exemple, l'ion H3+ et l'ion H- réagissent ensemble. Donc il y a au départ des ions H3+ qui vont diminuer en quantité. Et à partir de l'équivalence, où il n'y a que de l'eau, plus naturellement les ions Na+ et les ions Cl- présents, on rajoute les ions H- qui n'interagissent plus, et donc la conductivité globale augmente. L'équivalence, c'est l'intersection de ces deux droites. On a le volume équivalent. On peut donc déterminer la concentration inconnue de l'acide qui se trouve dans le bécher. Voilà donc ce chapitre 18 qui se termine. On a donc, si je refais un tout petit bilan, commencé par parler des dosages par étalonnage, spectrophotométrique et conductimétrique. On a ensuite abordé la notion de titrage, donc de dosage destructif. On a commencé par un chapitre, une partie à part entière sur le dosage pH métrique, les différentes techniques d'équivalence, méthode des tangentes, méthode de la dérivée. Ensuite, on a parlé du titrage colorimétrique, c'est-à-dire soit les espèces changent de couleur, c'est le premier cas, et donc par changement de couleur ou apparition d'une couleur, on peut déterminer l'équivalence, soit avec l'usage d'un indicateur coloré, dont la zone de virage doit comprendre le point équivalent. Et la dernière technique est la technique de dosage conductimétrique, où l'équivalence est déterminée non pas par un changement de couleur, mais par une intersection de deux droites. Voilà pour ce chapitre 18.